Mesdames et messieurs, bonsoir. À La Courneuve, dans la région parisienne, un drame qui a pour arrière-plan le racisme, la violence, l'insécurité et la lâcheté aussi. Il s'appelait Toufik, il avait 10 ans. Toufik a bien été tiré comme un lapin. Ce jour-là, au cours d'un contrôle de police dans ce quartier nord de Marseille, Taïfer lâche une rafale de pistolets mitrailleurs où Harry Ben Mohamed, un jeune maghrébin de 17 ans, s'effondre, tué sur le coup. De sa fenêtre du premier étage, il tire avec une 22 long rifle à 5 reprises, touchant l'un des jeunes gens âgés de 18 ans qui s'effondre mort 30 mètres plus loin. Ils ont dit hier un arabe en moins. Ouais. Ouais, la police. Au moins 16 jeunes maghrébins ont été assassinés en France depuis 2 ans par des vigiles, des policiers ou des adeptes du 22 long rifle. Il a fallu un cadavre pour que tout le monde se réveille. Et encore, ça va faire du bruit pendant quelques jours, puis après, personne n'en parlera. Je vis dans ce pays, et dans ce pays, on laisse faire des choses incroyables, des meurtres, des assassinats. Cette marche, elle était nécessaire. Et c'était aussi une manière pour nous de dire, voilà, il faut qu'on parle aussi avec le pays. J'ai marché pour mieux vivre et permettre à des jeunes de ne pas mourir. La marche est l'histoire d'une bande de copains et de copines qui a décidé de marcher pour dire halte au racisme, oui à l'égalité. Nous sommes sûrs que le 3 décembre, à Paris, place de la Concorde, nous serons 100 000 pour affirmer oui à la France de l'égalité, oui à la France de la fraternité. La marche de 83, elle a été racontée par mon père. Il me disait, oh, tu sais, Fatia, on est parti avec des copains, on a été un peu plus d'une dizaine, et puis tu sais, on a marché jusqu'à Paris. Je croyais pas trop. Je disais, oui, bon, c'est des histoires, voilà, des histoires magnifiques, mais en grandissant, quand j'ai eu un peu voilà, le discernement de comprendre, en âge de comprendre les choses, il m'a parlé de cette marche-là, et puis surtout, j'ai vu non pas la forme de la marche, mais plutôt le fond. Et l'histoire dans le fond, elle est complètement... elle est en même temps magique, parce qu'il me racontait ces histoires extraordinaires avec ses amis, mais en même temps, elle est triste. On a grandi, moi et mes amis, dans comme un espèce de lieu un peu fermé. J'avais cette impression que je ne pouvais pas aller plus loin que mon quartier. Des meurtres, on en a vu beaucoup et on commençait vraiment à avoir peur. Et c'est aussi ça, c'est aussi la raison pour laquelle on avait un peu du mal à sortir du quartier, parce qu'on ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer après la frontière, parce que dans notre esprit, en tous les cas dans ma tête à moi, il y avait une frontière. Donc on essayait de ne pas trop la franchir, de peur de se retrouver dans ce type de situation, un mauvais contrôle qui se passe mal, quelqu'un de mal luné. Voilà, donc c'était terrible. Il y avait tous les 3-4 jours quelqu'un qui se faisait abattre. Ils sont partis ce matin des quartiers sud de Marseille, de la Cailleule très exactement, où un enfant trouva la mort lors d'un attentat perpétré au cours de la soirée du deuxième tour des élections municipales. De là, ces marcheurs de l'égalité des droits se sont rendus dans les quartiers nord où nous les avons retrouvés. Demain, ils seront à Aix-en-Provence. Le 3 décembre, ils arriveront à Paris. À l'origine de cette marche, une poignée de jeunes qui a décidé par cette simple action de dire non au racisme quotidien et à la violence banalisée. Première marche pour l'égalité et contre le racisme. Parti le samedi 15 octobre de Marseille pour arriver le samedi 3 décembre.
Les marcheurs, ils s'étaient arrêtés à un endroit, il y a eu un débat et tout, ils parlaient de racisme et tout. Et à un moment donné, il manquait de filles pour les rejoindre. Et du coup, moi, j'ai fait, voilà. Je leur ai dit, je pars avec vous. Mais je dis non, faut pas y aller. Mais je dis non, je veux pas. Je veux pas que tu pars. Il y a son père aussi, il a dit non. Et après, on a laissé faire, quoi. Ah ben, elle n'avait pas trop le choix. Je suis partie, j'ai pris mes affaires et... Hein? J'ai dit, je suis partie, j'ai pris quelques affaires et je suis partie. Voilà, elle est partie, quoi. Elle s'inquiétait, mais elle me répondait quand même, parce qu'elle voyait que ça commençait à... Que ça avait du sens. Que ça avait un certain sens et que, voilà, que j'étais pas seule et qu'on était bien entourés, bien surveillés aussi. Quand ils disent que la marche elle va passer à la télé, on appelle viens voir. Eh ben, on le voit avec ses cheveux, il était comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous motive, vous, personnellement, à participer à cette marche et à l'organiser? Bon, c'est pas pratiquement pour moi, parce que, disons, en tant que fille, j'ai pas tellement de problèmes, mais c'est surtout pour mes frères, pour tous les gens, disons, pour tous les immigrés. Bon, je me bats pas que pour moi, je me bats un peu pour tout le monde. Et il y avait le monsieur, là, comment il s'appelle? Delorme, Christian Delorme. Delorme, voilà. Ça m'a assurée parce que je dis, c'est pas rien que les Arabes qui sont en marche, il y a même des Français. Alors je trouve que c'est ce qui est formidable dans cette marche, c'est qu'elle est partie de gens sans importance, nous sommes des gens sans importance, d'une douzaine de personnes qui ont dit non, cela ne peut plus durer, ces meurtres de jeunes un peu partout en France ces derniers mois, ce climat de rejet des étrangers qui s'étend comme un cancer, eh bien, il faut l'arrêter. Mais ça paraît plus joli comme ça. On m'a donné l'étiquette de curé des Minguettes. C'est un raccourci médiatique ou policier, parce que c'est les policiers qui, les premiers, quand ils me voyaient sur le quartier des Minguettes, disaient « Tiens, voilà le curé ». Puis ça a été repris par la presse nationale. En fait, j'étais dans la commune voisine de Vénissieux, Saint-Fond, j'étais jeune prêtre. Mon amarre, j'ai 33 ans. Hein. Et j'ai un lien assez facile avec des jeunes, notamment par le biais de la MJC de Saint-Fond. Et quand il y a les premiers incidents aux Minguettes, je suis attentif, je connais des jeunes qui, pour certains, vont être arrêtés à tort ou à raison, cette affaire-là. Et je vais essayer de voir comment je peux aider un peu. Et comment je peux surtout aider des jeunes à comprendre que c'est pas par la violence qu'on obtient des résultats. Voilà. Le 21 mars 1983, il y a aux Minguettes un gros incident entre jeunes et policiers. Il y a un groupe de jeunes, en face de cette violence, dit il faut qu'on crie stop et il faut une grève de la faim. Ce sont des jeunes qui connaissent la grève de la faim parce que dans les prisons, il y avait souvent des grèves de la faim à l'époque. Ils savent que la grève de la faim, c'est un moyen de crier, de faire entendre quelque chose. Et donc ils s'aperçoivent qu'en utilisant de la non-violence, eh bien, on peut se faire entendre bien mieux qu'en lançant des pierres sur les véhicules de police. Nous réclamons une commission d'enquête sur la police, une commission de contrôle et de dialogue, et dans l'immédiat... Mais il n'y aurait pas eu la grève de la faim de mars, qui a été vraiment une initiative de ces jeunes. Il n'y aurait plus de marche. Bon, moi je terminerai avec le dernier point sur le logement. Il faut que soit reconnu le droit de chacun à être convenablement logé. L'existence de 2500 logements vides aux Minguettes est un scandale, alors que tant de familles sont mal logées. La marche, il y a une figure emblématique, c'est Toumi Djelja. Demande un logement, il est vide, on te le refuse, parce que tu es arabe ou étranger. Toumi, avec un visage très souriant, des chevelures incroyables, presque afro. Ah. Mais Toumi, c'est un rêveur. Et il fallait quelqu'un qui soit plus autoritaire et qui était capable de bien cadrer les autres jeunes, ce qui n'était pas de mon ressort, parce que moi, à quel titre j'allais leur donner des leçons, ou je ne sais pas. Et Jamel a vraiment été le pilier. Jamel, c'est... déjà, il était un peu leader dans son quartier, apprécié, et c'est lui qui a permis la cohésion du groupe des jeunes, vraiment. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, République.
Je ne savais pas ce que ça voulait dire député, je ne savais pas ce que ça voulait dire représentativité, je ne savais pas tout ça. Ces mots, pour moi, ils étaient inconnus dans mon langage, dans la culture de mon langage. Au début, c'est la peur, c'est le doute, et petit à petit, les marcheurs, ils se révèlent. Ils s'accomplissent. Et il y a des sourires qui apparaissent, malgré les traumatismes, la violence. Parce qu'il y en a qui avaient une violence en eux, qui était très forte, parce qu'ils avaient vécu des choses trop violentes. Trop violentes. Et on portait un message de fraternité, de paix. Parfois, pour certains, c'était trop dur. Non, mais quand même, on va nous prendre pour des cons, etc. Cette marche, elle était nécessaire parce que, jeunes adultes qu'on nous étions, on avait senti très vite qu'on n'avait pas les mêmes droits. Pour un gamin qu'on pouvait attraper à chaparder dans un véhicule, la fameuse poste cassette, le fameux poste radio de l'époque, il prenait 6 mois, 1 an, alors que d'autres, pour des meurtriers, on va dire ça comme ça, il n'y avait quasiment rien. Avant la marche, la plupart des procès n'allaient même pas en assises, n'allaient même pas aux assises, ils étaient correctionnalisés. Quand il y avait mort d'hommes, mort de jeunes hommes, ça allait en correctionnel, et donc avec un maximum de 5 ans. Et comme des fois ils faisaient de la préventive, on appelait ça préventive à l'époque, avant le procès, ils faisaient 6 mois et ils ressortaient. Donc ça faisait partie du cri de révolte. Ma mère, c'est surprenant en grandissant de l'avoir associée à ça. Parce que je pensais que ma mère était du genre à pas raser les murs, mais à chercher à être toujours dans les cases. Et c'est surprenant pour moi, encore aujourd'hui, de me dire qu'elle a fait ça. Et avec le recul et en apprenant aussi à la connaître d'un regard plus adulte, je sais que quand elle est vraiment prise aux tripes, finalement, elle est capable de se dépasser. Et que c'est ça qui, à l'époque, a dû faire qu'elle aille au-delà des convenances, finalement, puis des habitudes culturelles qu'on pouvait avoir, à savoir qu'une fille ne fait pas ce genre de choses-là. Le rythme qu'on avait, il était soutenu. C'était en moyenne 30 km par jour. Et le soir, conférence, soirée festive après, dormir et après se lever le matin pour repartir encore sur 30 km. Avec un arrêt à midi dans une étape pour manger. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés sous perfusion. C'était pas si facile que ça. Bon, vous soignez un petit peu et après vous repartez, vous êtes pressé de repartir. On est happé par la marche. Pourquoi ? Parce que c'est l'environnement, la motivation, le désir d'arriver et de voir un peu ce que ça a déclenché, quoi. On était jeunes et on était toujours entre nous. Et là, on voit d'autres gens et on discute d'autres choses, des autres visages, des liens qui se fabriquent, qui se font. C'était extraordinaire. On était des marcheurs qui se soutenaient les uns les autres. Quand on avait un qui avait le moral à zéro, on essayait de lui remonter le moral. Voilà,
On était là les uns pour les autres. On ne savait jamais où c'est qu'on allait dormir. Des fois, c'était sur des lits de camp, des fois, c'est dans des bons lits, des fois, il y a de la douche, des fois, il n'y en a pas. Voilà, il fallait faire avec. Et on était tombé sur des gens mais vraiment formidables qui avaient fait le déplacement, pratiquement 60 km, pour aller nous acheter de la nourriture halal. Marseille, Orange, Montélimar, Valence, où j'arrive, Vienne, Lyon, ensuite en direction de Chambéry, Grenoble, ensuite retour direct sur Bourg-en-Bresse, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Dijon, plein Est, Besançon, Mulhouse, Célestat, Colmar, Strasbourg, ensuite la montée en puissance de la marche au niveau étatique, Metz, on prend le train pour gagner du temps, direction le nord de la France, la Belgique, Bruxelles. Retour sur la région autour d'Arras, en pays ch'ti. Et ensuite, région parisienne pour l'apothéose à Paris. Contrairement à mes camarades de SOS Avenir Minguette, qui étaient à l'origine de la marche, pour l'égalité. Moi, je vivais dans une petite ville de province, Vienne, et j'étais déjà assez actif en tant que militant associatif. Je gérais une ASTI, Association de solidarité avec les travailleurs immigrés, et j'avais eu un parcours scolaire à peu près correct. Mais j'avais déjà pris conscience un peu de tout le racisme ambiant. On ne nous répondait pas de la même manière, on ne nous considérait pas de la même manière, on ne nous voyait pas de la même manière. Tu vois, l'effet miroir. Tu penses que tu es français, et puis en face de toi, on te renvoie une image d'étranger. C'était quand même quelque chose qui était très important pour mon père. Il y avait un sentiment de révolte qu'il fallait qu'ils s'expriment, il fallait qu'ils militent pour ça, il fallait qu'ils le disent, pour montrer à toute la France qui ils étaient et qu'est-ce qu'ils vivaient. Et les injustices qu'ils vivaient au quotidien. Que tout le monde se rende bien compte que c'était pas normal de vivre ça et qu'il fallait que tout le monde soit ensemble pour lutter contre ça. Moi, il y a une scène qui m'a marqué, c'est quand Pépé s'était fait refuser un café. Où ça? À Vienne? À Vienne, oui. Parce que on a dit on ne sert pas les Arabes. Et la réaction, c'est d'humiliation. Tu avales ta salive et Pépé, il m'avait... Qu'est-ce qu'il a dit, Pépé? Il voulait rien dire. Il m'a dit laisse tomber. De toute façon, c'était un taiseux, donc ouais. Voilà. Il m'a dit on sort. Oh ben, j'ai failli même me faire tuer plusieurs fois. Hein. On a failli me jeter à la Saône, sur le pont de Bellecour. Quand? Oh, j'avais j'avais 20 ans, j'habite 21, j'avais un appartement monté des Épis. Puis ce soir-là, c'était très tard, c'était presque, je crois, minuit, 1h du matin. Et il y a une voiture qui me suit, qui me prend un petit peu en chasse sur le pont de Bellecour. Des types qui m'ont coursé en bagnole. Donc moi, j'ai couru, j'ai tourné, et puis je me suis réfugié dans un café arabe, vers l'église Saint-Georges. Et là, je suis rentré, ils m'ont dit qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, je me fais courser. Il y a des racistes qui essayent de me taper dessus, et donc tous les chibanis sont sortis du café. Puis les types, ils ont tiré la route, quoi. Mais sur le pont, ils ont essayé de m'attraper, quoi. Ils ont essayé de m'attraper. Même si la marche était un moment joyeux, un moment de rencontre, il y avait des moments festifs, il y avait aussi des moments de larmes pendant la marche. La rencontre des mères qui avaient perdu leurs enfants était quelque chose de terrible. Mais comme toutes les marches, que ce soit Gandhi ou Martin Luther King, il y avait des morts derrière, il y avait des cadavres. Et ça, je trouve que l'histoire l'efface. Et on ne peut pas, nous, l'oublier. Enfin, il ne faut pas me demander à moi d'oublier ça, en tout cas.
J'ai marché pour mieux vivre et permettre à des jeunes de ne pas mourir. Et je suis désolée, on veut l'effacer, mais Toumi a pris une balle dans le ventre. Il n'a pas marché, il s'est levé un beau matin en sifflotant et en disant « Tiens, je me prends pour Martin Luther King et je vais marcher ». C'était quoi les moments les plus durs? Le froid. On entend crier au secours. Et là, on constate avec nos yeux qu'un chien berger allemand commençait à arracher voilà, la viande d'un gamin. Bon, forcément, de manière naturelle, mécanique, on a tout fait pour que le chien arrête de dévorer ce gamin. Donc, Toumi le premier. Et là, on ne comprenait pas parce que le policier nous disait « mais laissez le chien faire son travail ». C'était ahurissant d'entendre ça. Donc voilà. Donc une deuxième fois encore, bon, tentative d'arracher le chien au gamin. Et le policier prend son arme et il tire. Nous, on pensait qu'il était mort. Hein. C'est une lutte non violente et on découvre à quel point on est plus armé qu'en étant violent. On dit marcher, être non violent. Bon, on l'a prouvé aujourd'hui. Qu'on arrête de dire à partir de cet instant qu'au Minguette, il n'y a que des violents et des loupards. C'est pas évident à comprendre quelqu'un qui est raciste. C'est pas évident d'aller dans le cerveau d'une personne raciste. Je veux dire, elle cherche pas à te connaître, elle cherche pas à connaître tes origines, ta façon de vivre. C'est juste des a priori ou des on-dit ou de la peur de... Tu vois ? Contre le racisme, nous marchons pour l'égalité. 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 Contre le racisme, nous marchons. On va dire vraiment que ça soit mon pays, puisqu'on m'a rejeté très souvent. Mais la France est le pays où j'habite et où j'ai grandi. Et donc j'estime que j'ai le droit d'y vivre. 30% de mon temps, enfin de ma vie de tous les jours, c'est la police. Éviter la police, éviter le contrôle, surtout la nuit. C'est la crainte du tonton flingueur à une fenêtre en rentrant de chez moi, dans ma petite banlieue. C'est tout ça, on se demande qui c'est qui la vie, l'insécurité. D'avoir un appareil photo pour moi, ça m'a permis de prendre des moments un peu intimes et surtout des portraits et des visages pendant tout le parcours où j'ai été présent pendant la marche. Il y a plusieurs images qui m'ont convaincu que c'était quelque chose de fabuleux qui se passait. Il y a d'abord ce qui se passe à Grenoble. C'est une ville ouvrière, c'est une terre d'immigration, mais très ancienne. Les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les réfugiés politiques, les Maghrébins. Et moi, je revois les photos encore. Quand tu vois ces milliers de personnes avec des banderoles dans toutes les langues, et tu te dis, mais il fait beau. Il fait super beau. Il fait froid, mais il fait super beau. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, tous ces gens-là, ils pensent comme toi. C'est là où, tu vois, tu t'identifies. Ça, c'est magique. C'est des moments magiques. C'est même pas le nombre, c'est la qualité et l'intensité du moment, tu vois, qui fait que tu te dis mais il se passe un truc. Après des premiers temps difficiles d'indifférence et de solitude, même lorsqu'ils traversaient les quartiers d'immigrés, les 30 irréductibles qui feront le chemin jusqu'à Paris sont rejoints chaque jour par des sympathisants, le temps de quelques kilomètres ou d'une étape entière. C'est là où ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur, c'est Grenoble. Grenoble, c'était 5-6 000 personnes facilement, hein. Toutes des associations culturelles, hein, qu'elles soient européennes ou africaines ou asiatiques.
parents sont venus en France pour des raisons qui sont un peu compliquées. On va dire, mon père est venu avec l'armée française. Moi, j'étais déjà français. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on appelle les harkis, quoi. Voilà. Nous, on est venus parce qu'on était obligés de quitter, mes parents étaient obligés de quitter l'Algérie. Je suis né en 59, l'Algérie était française, donc je suis né français. Voilà. Pour moi, c'est pas une question qui était primordiale de dire est-ce que je suis français. Moi, j'étais en France, je vivais comme les autres Français, donc il n'y avait pas de raison que de me justifier, même vis-à-vis de moi-même. Mon père, ma mère un peu moins, mais mon père beaucoup, me disait toujours la même chose. Il me le répétait de manière constante. Tu n'es pas dans ton pays. C'était, cherche le mot, c'était traumatisant. Enfin, c'est une souffrance psychologique, mais c'était involontaire. Hein. On ne peut pas en vouloir à nos parents. Hein. C'était naturel qui pensent qu'on allait repartir. Parce que eux, on les a fait venir pour travailler. On leur a dit, vous pouvez faire venir votre femme, vous serez plus à l'aise, ça vous fera du bien, etc. Les Algériens, je parle. Hein. Et sachant qu'on est venus, nous, on était français. Hein. On quittait un département pour aller dans un autre. Hein. Sauf qu'entre les deux départements, c'était la Méditerranée. Le département de Sétif, voilà, on était Algérie française. Donc mes parents, ils ont gardé ce mythe du retour, et toutes les familles. Voilà, il faut garder nos racines, il faut qu'on reparte. Voilà, on va faire construire. Combien de familles algériennes ont fait construire au bled, etc. Et tout partait là-bas. On allait les voitures avec, tu sais, 3 étages sur le coffre. Enfin, bref. Toutes ces images-là, elles ont disparu. Elles ont disparu dans les années 80. Et la marche est un moment, à l'échelle nationale, de rupture avec ce mythe du retour. C'est l'affirmation et la confirmation que toute cette génération et tous ceux qui vont suivre, ils sont français, j'y suis, j'y reste. Pour guérir, il faut qu'on accepte de regarder la vérité en face. Et la vérité, c'est que les choses n'ont pas été belles, que la colonisation a été quelque chose d'extrêmement traumatisant. On a des témoignages de militaires français du 19e siècle qui racontent comment ils massacraient les gens et comment ils faisaient des enfumades de population dans les grottes. On se saisit d'un territoire, on se saisit de population, on leur impose une domination, donc il ne peut pas y avoir de bonne colonisation. Il y a obligatoirement des traumatismes. En 66 جبرتي en France وما نعرفش تتكلم فرنساوية ولا بطاط وانا انا وليداتي شفوا نبكي نقول له رجعني لبلادي على ديري هكا على Parce que chacun fait à sa manière. Non, ما ديريليش فوق. Allez. Oh. Non. Tu me laisses pas faire mes patates? Non. Ah bah tiens, tu fais toute seule. Pourquoi à l'époque tu n'as pas fait ta carte de française, toi? Pourquoi tu es resté tout le temps carte de résidence? 60 ans. Je suis algérien, regarde le bout تاعي مانيش فرنساوية. ما بدير الكارت مانيش فرنساوية. Je suis algérien. Je reste tout le temps algérien حتى نموت يجيبوا الصندوق نتاعي يضربوا. Oui, tu me dis algérienne, بصح. D'accord. بصح toute ta vie tu l'as passé en France. الله غالب تبعت ولادي وتبعت راجلي. لازم اوبليغاتوار عليا. Ouais. والله نعيش. مش نعيش اوبليغاتوار عني. ايوا. Je pas laissé mes enfants يتامى non. D'accord. D'accord. سنتو تاني فرنسا والله ما نحبها ولليوم والغدوه ما نحبهاش. علاه؟ ابا الله غالب ما نحبهاش. اها. كتلة تبواتنا، كتلة اخواتنا، كتلة شباننا، كتلة مردتنا، هزت البترول تاعنا، هزت الفوسفات تاعنا، هزت الذهب تاعنا. وش خلت لنا احنا فرنسا؟ ما نحبهاش. Ouais, mais بصح t'aimes bien le fromage تاعها. Ah oui. كيما هي تحب الدقلة تاعنا وتحب البترول تاعنا. يلا.
toujours très complexe et très schizophrénique comme situation. Est-ce que ça va changer le regard de l'autre que je me sente française, puisque dans son regard, je ne le serai pas? Et ce regard sur l'Algérie et la France fait qu'aujourd'hui, nous sommes, nous, les enfants d'un contentieux non réglé. Mais est-ce que c'est à nous de le régler? C'est au gouvernement aujourd'hui, ça ne nous appartient pas à nous. Si, dans la transmission, dans raconter l'histoire. Mais ce n'est pas nous qui devons prendre des décisions politiques de régler un contentieux entre ces deux pays. Les peuples de ces pays et les gouvernements de ces pays n'aspirent pas aux mêmes choses. Le début des années 80, il est marqué par l'arrivée de la gauche au pouvoir. En France, c'est quelque chose d'énorme, un changement énorme. Et l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir a été le résultat de l'addition de plein d'espérances, de plein de rêves. C'est pas seulement un parti socialiste qui est arrivé au pouvoir, ce sont tous ceux et toutes celles qui voulaient changer la société. Et le génie de Mitterrand ou de ceux qui avaient conçu sa campagne, ça a été de dire on va changer la vie. Et vraiment, on y croyait. Et la première moitié des années 80, tout le monde est encore dans ce rêve, dans cet espoir que la vie va changer et que tout ce qu'on a pu rêver depuis 20, 30 ans, 40 ans va se réaliser. Donc on est dans un temps de l'espérance. Et je pense que la marche pour l'égalité, elle a été aussi possible parce qu'on était dans un temps d'espérance. Et c'est une marche confiante. Que ça entraîne la constitution de petites associations partout en France, on n'imaginait même pas. C'est quand on marchait que tout le monde nous disait vous partez, mais nous on va constituer notre association. Et puis on allait là, nous, vous voyez, au Nord-Off à Strasbourg, maintenant on va constituer notre association. Et nous là, à Lille, on va constituer notre association. Ou là, on était déjà en association, mais on commençait à s'essouffler un peu, mais maintenant que vous êtes passés chez nous, on y va. Nous avons décidé de faire un long périple aux portes de l'hiver pour parler aux gens de ce pays. Quelque part, on devenait un peu les porte-paroles de tous ceux qui luttaient de façon invisibilisée, mais qui luttaient réellement sur le terrain depuis longtemps. Donc finalement, grâce au coup de projecteur qui était posé sur nous, on avait la possibilité de dire voilà, on veut la carte de 10 ans, on veut le droit de vote aux immigrés, etc., etc. Donc nous avons été amenés à porter ces revendications. C'est là où on a commencé à prendre parole et à prendre des initiatives. Tout se passe bien, les réseaux se mettent en place, les collectifs. Moi, je fais des allers-retours entre Paris et les marcheurs. Il y a une dynamique fantastique. Voilà, les cartes circulent, les appels aux dons, les initiatives. On reçoit des demandes de partout, de Bretagne, de Toulouse, de Bordeaux, mais on ne peut pas y aller. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et il se passe le truc incroyable, le pire de ce que j'ai pu, moi, vivre. J'y pensais souvent parce que je me suis dit, imagine-toi, Jamel, t'étais dans le train, toi, aussi. Tu aurais été à la place de ce gars. Tu aurais subi le même sort. Pourquoi? Parce que t'es basané. C'est tout, parce que t'es basané. On peut te tuer parce que t'es basané. C'est un truc de dingue. Ça faisait exactement un mois qu'on marchait. Et on avait déjà la presse avec nous, puisqu'on était du côté de Mulhouse. Donc là, on a dit, mais attends, c'est pas possible. D'ailleurs, ça a failli faire capoter la marche, parce que certains ont dit, ah non, mais attendez, là, on marche,
Et il nous provoque, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On marche là comme des moutons en courbant les chines, parce que certains disaient, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, avec notre non-violence, là, courber les chines, pendant que eux, ils continuent à nous tirer dessus ou à faire carrément ça, à nous défenestrer? C'est pas possible, il faut arrêter. Ça a marqué tout le monde, parce qu'à l'époque, Toumi voulait arrêter la marche. Il se disait, ça sert à rien de marcher, les gens ne changeront pas. Donc voilà, mais nous, on a essayé de tenir front et se dire qu'on a marché jusque-là, c'est pas pour laisser tomber. Donc on s'est un petit peu encouragés les uns les autres pour pouvoir continuer la marche. On est allé justement sur un chemin de fer où on a posé une gerbe. Là, l'émotion était à un point où c'était vraiment très très fort. Hein. Quand tu jettes un caillou dans une mare, tu as un point d'impact du caillou et ça fait des cercles. Et ben, la mort de Habib Karimzi, c'est ça. Ça a créé une onde de choc et ça a traversé toutes les strates de l'État. Ça a choqué les gens. Ça a choqué les gens, donc ce qui fait qu'après, ben, les gens ont dit mais c'est le moment où il faut mouiller la chemise, quoi. Donc tu as tous les ministres, tu as Monseigneur Lustigier, tu as les ministres Jacques Lang, tu as Georgina Dufoy, tu as plein de gens qui viennent et qui mouillent la chemise parce qu'ils sentaient que l'opinion publique basculait du bon côté de la force. Je veux dire, nous, on arrive à Strasbourg, mais c'est une marche au flambeau, ils nous attendent à la sortie du train. Il y a des images mais fabuleuses, il y a des moments mais de fraternité, de spontanéité, les débats, tout le monde était là. Surprise chaleureuse dans le week-end alsacien des marcheurs, Georgina Dufoy est venue marcher et parler quelques heures avec eux. Je voudrais que vous sachiez aussi une chose. Je serai toujours avec vous. Comme celle-là. Toujours. Je ne vous laisserai jamais sans vous. Contre le racisme, ya baba. Contre le racisme, ya baba. Pour l'égalité, ya baba. Pour l'égalité, ya baba. D'histoire individuelle, on est passé à une histoire collective. D'une histoire collective, on est passé à un message. Et du message, on est passé à des actes, à un événement politique. Venez tous marcher avec nous. Cette marche partie de Marseille le 15 octobre pour arriver à Paris le 3 décembre, place de la Bastille. Les 3-4 derniers jours de la fin de la marche, on sentait qu'il y avait quelque chose de fort qui allait se dérouler. Il y avait de la tension. On commençait à s'inquiéter de la sécurité des marcheurs. Et on sent qu'on approche de Paris parce que vraiment ça devient très tendu, très nerveux. En même temps c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais en même temps c'est très difficile de rester calme au milieu de tout ça. Ouais. Beaucoup de rencontres, une fatigue énorme, un épuisement presque. Mais on sentait que l'arrivée le 3 ça allait être un truc énorme. Dans exactement une heure et demie, on sera, j'espère, plus de 100 000. Et l'après-marche, elle va commencer exactement demain. On arrive place de la Bastille en métro.
Et on n'arrivait pas à sortir tellement il y avait de monde. Et on sort de cette bouche du métro qui était quand même sombre. Et puis finalement, d'abord il y a un soleil, et puis il y a des milliers de gens. Donc là, même si on l'avait rêvé, même si je m'étais dit c'est possible, on est encore dans l'incroyable, quoi. « 100 000 personnes entre la Bastille et Montparnasse. Les partis de gauche et d'extrême gauche sont venus parcourir les derniers kilomètres. Les syndicats, les organisations humanitaires, les associations de rapatriés, les institutions juives, catholiques, musulmanes sont également représentées. Seule l'extrême droite boycotte, elle ne veut pas s'associer à, je cite, une poignée de voyous. C'était grandiose. Et on regardait derrière, c'était une marée humaine. Et on a appris que lorsqu'on est arrivé à Montparnasse, il y en avait encore qui partaient de Bastille. Bras dessous, très serré, avec la banderole, on tenait la banderole. Voilà. C'est une grande émotion. Là, en fait, on était, je sais pas comment dire, en apesanteur. Tous les marcheurs étaient en tête de cortège et derrière on avait tous les familles avec les portraits des jeunes qui ont été victimes d'agressions et d'attentats, de meurtres racistes, quoi. On chantait, non mais on chantait. On est encore vivant en arabe, on est encore vivant alors que vous dites qu'on est mort. Il y avait une émotion palpable. Tu vois, on était tous là, un petit peu perdus, un petit peu en se disant non, c'est pas possible, on est arrivé jusque-là. Tu vois, je pense qu'on s'imaginait pas à ce moment-là tout ce qu'on avait fait. Tu sais, même dans tes rêves les plus fous, tu peux pas imaginer qu'il y ait autant de monde. Et en fait, on était arrivés, on était sur le podium. Et à un moment donné, on entend un écho comme quoi ils allaient prendre 8 personnes au dernier moment qui seraient reçues à l'Élysée. Comment des petits jeunes qui étaient considérés comme des petits fellagas par certains, en tous les cas dans le propos, qui étaient loin de tout, qui se lancent dans une initiative ne sachant pas ce qu'elle pouvait comporter, la dimension qu'elle pourrait avoir, et subitement ils sont en plein cœur de la République. C'est quand même impressionnant. En tous les cas, on était tous impressionnés, moi le premier. Le ministre de la Justice proposera que les violences à caractère raciste deviennent des infractions pénales spécifiques, aux sanctions plus lourdes. Il y a plein de conséquences liées à la marche qu'on mesure aujourd'hui. Par exemple, on s'aperçoit que la relance de la politique de la ville, elle s'est faite au moment de la marche. Elle commence à 81, mais c'est surtout en 83 qu'il y a la volonté de réhabiliter les quartiers dont on sait déjà qu'ils sont en souffrance. Et ça, c'est pas rien. Bon, il y a l'acquis de la carte unique de 10 ans pour tous les étrangers, qui est un acquis majeur, qui a changé la vie de millions de gens. Et on s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, parce que puis il y a tellement de tracasseries administratives autour des papiers des étrangers, mais ça a quand même changé la vie des gens. On a dansé toute la nuit à l'espace Ballard, il pleuvait des cordes. Et après, on s'est d'un seul coup, les copains, tac, tac, celui qui avait une petite copine, qui avait eu un bon plan pour dormir chez des copains, etc. Tout le monde s'est dispersé, on n'a plus vu personne parce qu'il y avait tellement de monde. Et bon, moi, je suis rentré Paris-Gare de Lyon, j'ai pris mon train, TGV Orange.
petit parcours, ma petite histoire, ma petite vie. Quand même, j'ai fait quelque chose qui restera quand même dans l'histoire. On en était tous fiers, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont pris des claques. C'est comme disait Kamel, les cabossés de la ville qui sont revenus de la marche. Et c'est une redescente, on va dire. C'est une redescente dans le monde réel, quoi. La marche a suscité autant d'intérêt parce qu'elle a fédéré, et qu'elle a fédéré autant de monde, parce qu'elle a été médiatisée, parce que les politiques de l'époque n'ont pas pu étouffer le mouvement. Et quelque part, en concédant la carte de séjour de 10 ans, et en les recevant, et en créant un SOS Racisme derrière, on dit voilà, vous avez été entendus, on a fait ce qu'il faut pour que ces situations ne se reproduisent plus. Et puis, à côté, on se dédouane aussi de ce qui se passe, parce que finalement, on a fait ce qu'il fallait pour résoudre la chose. S'il y a des problèmes ensuite, bon ben soit, mais on aura fait ce qu'il fallait. Il y avait deux idées fortes. Le droit de vote, proposition de François Mitterrand, je le rappelle, la 101e, aux élections locales, qui aurait eu un sens et une portée inimaginable. Et cette fameuse carte de séjour pour tous, de 10 ans renouvelable. Et jusqu'à la dernière minute, on a essayé de faire en sorte que le droit de vote, qui était une de ces propositions, hein, c'est le dernier étage de la fusée dans l'accès à la citoyenneté pleine et entière. Et non, ils n'ont pas compris. En face, ils ont compris, non pas que nous voulions vivre et vivre mieux et bien dans ce pays, ils ont compris que nous pouvions devenir une force politique et donc une concurrence, et donc il fallait vite arrêter ça. Donc plutôt que de nous tendre la main, ils nous ont poignardé dans le dos, c'est ce qui s'est passé en fait. Et c'était la gauche au pouvoir, hein, je le dis gentiment en tant que femme de gauche. Le projet politique pour ces banlieues et pour ces jeunes, et l'argent qui allait avec, c'est pas nous qui l'avons eu. C'est SOS Racisme, qui a été créé de toutes pièces pour venir tuer, non pas dans l'œuf puisque la marche a eu lieu, mais venir récupérer ce qui était récupérable et le transférer à SOS Racisme, dont nous avons été exclus. Aujourd'hui, SOS Racisme, le fameux « touche pas mon pote », c'est une des plus grosses escroqueries politiques, intellectuelles que nous ayons vécues. Quand on donne des millions d'euros à SOS Racisme pour faire des concerts avec Patrick Bruel à Paris, on ne lutte pas contre le racisme en France. Quand on fait des testings aujourd'hui, qu'on continue de donner aujourd'hui, 40 ans après, des millions d'euros à SOS Racisme pour faire des testings, pour prouver qu'il y a du racisme, excusez-moi les gars, mais moi je suis l'État, je demande les organigrammes des institutions en France, et le testing il est vite fait, quoi. Il n'y a pas besoin de cela. Donc à un moment donné, on nous a volé notre histoire, mais aussi ce qui nous revenait à nous, c'est-à-dire des moyens pour que ces jeunes qui ont vécu ces choses atroces puissent avoir une éducation, puissent avoir accès à la culture, accès au sport, à devenir des jeunes qui ont accès à ce que la France a proposé à la jeunesse. Comme elle est loin de cet idéal, la banlieue qui entoure nos villes. Les jeunes voient au loin les lumières d'une métropole qui ne les attend pas. Ils jouent à la guerre, car ils ont compris que la violence est pour eux la seule issue. Ils taguent les murs pour les rendre moins aveugles, moins implacablement enfermants. Les adultes ne voient plus la tristesse de ces bâtiments répétitifs. Ils acceptent la débâcle des rêves de leur enfance. Albert Jacquard. Je trouve que la société est beaucoup plus violente aujourd'hui. Il y a un fossé qui se creuse entre les gens qui s'en sortent et les gens qui ne s'en sortent pas, qui est bien plus important. Dans les années 80, dans les banlieues populaires, les gens sont beaucoup plus mélangés qu'aujourd'hui. Parce que tous ceux et toutes celles qui ont pu quitter les banlieues populaires les plus en difficulté, l'ont fait, sont partis. Et sont restés les gens qui ne pouvaient pas, qui étaient assignés à résidence. Voir aujourd'hui le racisme ressurgir
Quand on voit le Front National, ce qu'il était et ce qu'il devient aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'est notabilisé, aujourd'hui il est proche du gouvernement et proche de gouverner malheureusement dans plusieurs pays d'Europe. Il y a des jours où mes 40 ans de militantisme me laissent un goût amer, vraiment amer. Pourquoi tout ça ? Il n'y arrivera peut-être pas en une génération, peut-être pas en 2 générations, donc il faut aussi apprendre à accepter que le temps fasse son œuvre. Mais qu'est-ce que c'est long ces luttes, qu'est-ce que c'est épuisant. C'est trop long. Mais j'ai intériorisé le fait que je mourrais sans voir le résultat de ces luttes. Et ça, c'est le plus difficile pour moi. On croit à la marche. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous attendez? Un monde meilleur pour nous, si c'est possible. On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout. La marche a d'abord été un rêve en action. Et donc un rêve, ça peut en partie se réaliser, mais ça reste toujours devant nous aussi. La marche à Washington, qui s'était produite 20 ans auparavant et qui a éclairé notre propre marche. La marche à Washington, on en a le souvenir, non seulement parce qu'il y a eu 200 000 personnes à Washington, mais aussi parce qu'il y a eu le grand discours de Martin Luther King, I Have a Dream. Et le rêve de King, il ne s'est pas vraiment réalisé. Mais il y a des bouts de ce rêve qui se sont réalisés. C'est-à-dire que les lois ségrégationnistes aux États-Unis ont été supprimées. Mais le racisme, lui, malheureusement, a perduré. Même parfois, il se redéveloppe de manière plus terrible encore qu'il y a 40 ou 50 ans ou 60 ans. Et donc, ce qui est important, c'est de faire vivre le rêve et de ne jamais renoncer à marcher.